La journée du 10 mai est consacrée au lupus, une maladie rare qui touche à peu près 2% de la population mondiale. En cette édition de votre magazine de la santé, nous avons décidé d'accorder toute notre attention à cette pathologie, comprendre la maladie et bien sûr vous permettre à la maison de mieux la prévenir, c'est notre objectif. Alors installez-vous confortablement, surtout ne zappez pas. Bonjour fidèles téléspectateurs. Les grandes douleurs sont muettes. Les grandes douleurs sont muettes. Il y a encore quelques jours, une jeune fille devenue belle, aimante. Elle aimait surtout la vie, mais aujourd'hui, elle n'est plus emportée par le lupus. Vous, chers téléspectateurs qui écoutez ce programme aujourd'hui, vous avez l'occasion d'éviter, vous avez l'occasion de sensibiliser vos proches si bien sûr vous cernez toute l'importance et bien sûr si vous avez la bonne information parce que nous, ici sur ce plateau, nous allons vous distiller la bonne information puisque nous avons un spécialiste sur ce plateau qui va bien sûr vous éclairer sur la question, sur la maladie, le lupus, tout ce qu'il faut savoir, c'est dans ce programme. Nous aurons également l'occasion d'avoir sur ce plateau la présidente de l'association J'ai un lupus, maladie auto-immune en abrégé, Almac, voilà. Donc, elle sera sur ce plateau pour nous éclairer également sur sa vie avec la maladie, comment elle est arrivée à mettre sur pied cette association qui, aujourd'hui, tend la main à plusieurs personnes qui souffrent de la maladie. Et bien sûr, nous aurons les informations qui ont marqué la semaine en santé. Sans oublier, docteur, j'ai une question. Alors, tout un programme pour 52 minutes de pure information. Fidèles téléspectateurs, bienvenue une fois de plus. Nous ouvrons ce bulletin de l'information, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce bulletin d'information dans le cadre de votre magazine de la santé. Nous ouvrons en parlant du VIH-Sida. Le ministre de la Santé publique, président du comité de la lutte contre le sida, a réuni les membres statutaires à la Croix-Rouge de Yaoundé pour mener des échanges critiques sur les performances pragmatiques de l'année écoulée et par la même occasion présenter le plan stratégique de 2023. C'est dans cet élément que signe notre reporter. Le Cameroun compte en 2022 480 228 personnes vivant avec le VIH, parmi lesquelles 29 168 enfants de moins de 15 ans et 319 509 femmes. Des chiffres qui sont sensiblement en baisse au regard des estimations de 2021 qui totalisaient 499 830 patients. Ces données sont susceptibles de nous rapprocher progressivement vers l'éradication du VIH-Sida à l'horizon 2030. La première réunion statutaire du CNL devait être traitée d'abord du rapport annuel de 2022 et ensuite maintenant du plan d'action 2023. Un bilan plutôt positif qui force les appréciations du patron de la santé. Globalement, nous sommes satisfaits, nous l'avons validé ce plan de travail annuel budgétisé et il se poursuit et que l'ambition d'avoir les 95 en 2025 reste d'actualité. Le taux de prévalence globale reste de 2,5 et qu'il y a certaines régions encore où il faudrait faire beaucoup plus d'efforts, notamment la région du sud, la région du centre et la région de l'Abadama où le taux d'incidence est quand même assez encore élevé par rapport à la moyenne nationale. En attendant la deuxième réunion statutaire, le plan de 2023 étant présenté, place à l'implémentation pour produire des performances encore plus significatives. Attendons simplement du CNLS que cela soit mis en œuvre suivant les recommandations du comité national de lutte contre le VIH-Sida. On va travailler davantage aussi pour réduire, n'est-ce pas, ce taux d'incidence
Et les populations clés et les populations vulnérables également sont ceux qui sont les plus touchés. À peine un mois de lancement effectif de la phase 1 de la couverture santé universelle, lequel projet a dans son panier de soins les patients sous ARV, le gouvernement camerounais se voit plus déterminé à atteindre son objectif qui est de réduire de 95% la prévalence de la pathologie au Cameroun. Toujours dans ce cadre de la Croix-Rouge, les journées portes ouvertes de la Croix-Rouge camerounaise se sont tenues à l'occasion de la journée mondiale consacrée à la Croix-Rouge, qui était également l'occasion de fêter les 76 ans de cette organisation au Cameroun. Feuilletons les missions, les cibles et bien sûr le bilan de cette organisation avec Parfait Okala. Si toi, secouriste, tu ne gères pas bien la situation. Voici une démonstration de secourisme simulée par les éléments de la Croix-Rouge camerounaise. Des multiples gestes sont mis en exergue, à l'instar de la position latérale de sécurité et l'attitude à adopter en cas d'arrêt cardio-pulmonaire. Des séances pour présenter les missions de cette organisation au Cameroun. Il est question pour nous de marquer un arrêt pour s'ouvrir aux populations, présenter ce que nous sommes, ce que nous faisons, comment est-ce que nous le faisons, promouvoir les idéaux de notre mouvement et promouvoir les principes fondamentaux, non sans oublier de célébrer les volontaires de la Croix-Rouge qui sont l'âme et l'avenir de notre mouvement. À date, cela fait 76 ans que la Croix-Rouge est installée. Durant cette période, cette organisation a fait ses preuves et selon les responsables, le travail est remarquable sur le terrain. Notre credo, c'est la Croix-Rouge partout et pour tous. Nous sommes partout représentés sur le territoire à travers ce maillage territorial national dans nos 58 comités départementaux, plus de 320 comités d'arrondissement, des grandes écoles, des universités qui ont des clubs Croix-Rouge, avec une chaîne de volontaires estimée à plus de 35 000 actifs. La Croix-Rouge est aux côtés des populations vulnérables. Nous sommes engagés dans les grandes problématiques socio-humanitaires de notre pays aujourd'hui. Pour l'heure, l'organisation créée par Henri Dunant ne compte pas arrêter son évolution en si bon chemin sur le sol camerounais. Plusieurs actions seront entreprises dans le futur. La Croix-Rouge camerounaise se joint au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout entier pour célébrer cette année la 76e édition de la journée mondiale de la Croix. Au Cameroun comme ailleurs, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont l'humanité, la neutralité, le volontariat et l'universalité. Parlons à présent du cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire fait partie des tueuses silencieuses chez la femme. Cette maladie qui résulte de la dégénérescence des cellules qui tapissent l'ovaire est la 4e cause de décès dans le monde en matière justement de cancer chez la femme. Tout savoir sur cette maladie qui justement a fait l'occasion d'une journée mondiale. C'est dans ce reportage que signe notre correspondant. Les ovaires font partie du système reproducteur féminin. Ils produisent les gamètes femelles et les hormones sexuelles féminines. Il peut donc arriver que les cellules épithéliales qui tapissent l'ovaire se dégénèrent. Et là, le diagnostic clinique révélera un cancer de l'ovaire qui est la 4e cause de décès en cancer chez la femme. Pour faire le dépistage du cancer de l'ovaire, on procède par 2 examens. Il y a les marqueurs tumoraux qui sont le CA125 ainsi que de faire une échographie endovaginale qui pourra un peu nous renseigner en fait sur l'état en fait de l'utérus et des ovaires pour savoir exactement comment évolue en fait ce cancer. Est-ce qu'il a déjà en fait eu à assainir tout l'abdomen? Les premiers signes se manifestent le plus souvent à un stade avancé de la maladie. Dans les signes majeurs, on aura une douleur pelvienne. En plus de la douleur pelvienne, on aura aussi la présence d'une masse abdominale. On peut aussi avoir une aménorrhée. On peut aussi avoir la présence en fait de l'eau dans le ventre que nous on appelle acide. On peut aussi avoir une fièvre dans certains cas.
Et enfin, on peut aussi remarquer une notion d'amaigrissement en fait chez la patiente. Lorsque l'on est sujette à des causes familiales, la prévention est la meilleure arme. C'est beaucoup plus en fait dans la sensibilisation. Tout patient en fait ayant déjà un membre qui a déjà eu à avoir un cancer digestif, dont un cancer du côlon ou un cancer de l'utérus ou un cancer de l'ovaire, doit normalement procéder à un dépistage systématique dès l'âge par exemple de 35 ans. Ce qu'il faut retenir est que la femme, 2 à 3 fois par an, doit pouvoir se rendre auprès d'un médecin pour une consultation gynécologique. Car dès l'âge de la majorité, les risques de faire le cancer de l'ovaire sont plus prononcés. C'est avec cette information que nous refermons notre bulletin de l'information dans ce magazine de la santé. À présent, place au Zoom, juste derrière cette transition. Je vous le disais à l'entame de ce programme, nous aurons dans le cadre de votre focus une personne qui est victime de la maladie, qui se bat contre la maladie, mais qui a utilisé cette maladie pour faire son cheval de bataille, pour combattre, pour aider également d'autres personnes qui souffrent de la pathologie et certainement font face au stigma de la population. Elle, bien sûr, je viens présenter juste derrière ce battement de celle qui nous sert de transition. Oui, c'est une dame. Elle, c'est Ghislaine Mangwa. Elle est présidente de l'association J'ai un lupus, maladie auto-immune, Cameroun en abrégé ALMAC. Et justement, elle est également coordonnatrice générale de la fondation Cœur de Mère. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans tous les cas, nous sommes contents de vous recevoir et d'ailleurs que vous allez inspirer beaucoup de téléspectateurs, donner la force à plusieurs personnes qui, dans l'ombre encore, se battent contre la maladie ou alors peut-être ne savent même pas qu'ils sont atteints de lupus, mais seront certainement éclairés par votre expérience. Voilà, donc puisque le plaisir est nôtre, on va immédiatement vous poser déjà cette première question, vu que vous êtes victime de la maladie, vous luttez au quotidien contre le lupus. Est-ce qu'on peut replonger un tout petit peu dans l'histoire pour essayer de comprendre comment ça a commencé en fait? Oui, merci pour cette question. Je vais faire une petite correction avant de commencer. Oui. Victime, ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Ok, super. Je suis une guerrière du lupus. Okay, là, ça me représente plus. Je ne suis pas une victime parce que dans ce combat, ce n'est pas le lupus qui gagnera, c'est moi. J'ai même déjà gagné le combat. Ok, super. Même si le loup habite toujours en moi, j'ai dompté le loup. Alors, ma petite histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, voilà, avait une petite vie tranquille comme tous les autres jeunes, était pleine de rêves, un mariage, 2 enfants, une bonne carrière. Et puis, du jour au lendemain, tout a basculé. Ça arrive à une période de ma vie où je vis un gros stress au travail sur le plan professionnel, où je vis des gros problèmes émotionnels à la maison. Et où j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans le système qui s'est installé autour de moi. En fait, dans ma vie, j'avais du mal à me retrouver dans ce que je vivais. Et donc, des petites manifestations, parce que j'étais hyper stressée, surmenée. Je commence à avoir des ressentis, des petites manifestations que j'ai ignorées. Donc, je pense que les premiers signes étaient les douleurs linguales. Donc, j'avais des laftes qui sortaient sur ma langue et dans ma bouche qui faisaient extrêmement mal. Je pouvais passer 3 jours sans manger en ne prenant que de la bouillie parce que je ne pouvais plus mâcher quoi que ce soit. Oui. J'ai fait le tour des hôpitaux. Avec ça, j'ai rencontré ORL, divers spécialistes. On m'a même fait une biopsie de la langue. Mais on n'a rien trouvé. Donc, j'étais obligée, je me suis résignée
à accepter que désormais, simplement. je vais supporter. Quand ça arrive, je prends les bains de bouche pour calmer et je supporte juste le temps que ça passe. Après ce symptôme-là, j'ai vu venir les crampes. Les crampes qui sont entrées dans mon corps du bout des doigts, en commençant par le bout des orteils et le bout des doigts. Oui. Je ressentais comme une sorte de tension lorsque je mettais mon orteil ou mon doigt au contact de quelque chose, comme une sorte de tension électrique, comme si le courant me frappait. Mais je ne comprenais toujours pas ce que c'était, et puis je me disais, bon voilà, c'est peut-être dû à la malnutrition, il faut que j'améliore ce que je mange, je dois faire des carences. Et comme j'étais aussi trop occupée, je ne suis pas allée consulter. Donc les crampes ont continué de progresser, ont gagné la plante des pieds et ont évolué progressivement jusqu'à la cuisse là. Et je me sentais de plus en plus faible et fatiguée. Des choses que j'arrivais à faire avec tellement de facilité avant, je me suis rendu compte que ça devenait tellement pesant de faire mes activités quotidiennes, je ne comprenais pas. Ensuite, s'est ajouté le mal d'estomac, les brûlures d'estomac. Il ne se passait plus une semaine sans que je n'aille en pharmacie pour un mal ou pour un autre. Tantôt les maux de tête qu'on n'arrive plus à calmer, je prends n'importe quel médicament, ça ne va plus. Donc ça s'accumulait et en ce moment, je venais également de lancer avec mes sœurs la Fondation Cœur de Mer, dont on était en intense activité pour pouvoir faire décoller la fondation. Donc, je me rappelle de notre dernière descente, c'était à Futuni, juste avant ma première chute. On a fait l'activité, c'était à l'occasion du 8 mars 2017, je pense bien. C'est au retour de cette activité, je sens une forte montée de fièvre. Je dis à ma soeur, je ne me sens pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital, j'ai été internée d'abord, la première phase, pendant 2 semaines. Une semaine d'abord, on m'a diagnostiqué une anémie. Et on m'a mis sous traitement de l'anémie. Je sors de l'hôpital. Après une semaine, je rechute, je retourne à l'hôpital et là, on dit anémie sévère. Donc, du coup, c'était mystérieux parce que je suis en train d'être soignée pour anémie. Comment je peux faire l'anémie sévère? Donc, le médecin m'a donc gardée et j'ai fait 2 semaines. C'était atroce. Parce que là, on ne savait pas ce qui il fallait que je prenne le sang en urgence. On ne savait pas ce qui causait cette chute des paramètres de sang. On a commencé à soupçonner la leucémie. Donc, on a appelé un hématologue qui est venu faire un parterre d'examen pour voir si ce n'est pas la leucémie. Grâce à Dieu, au final, ce n'était pas la leucémie. Mais on ne savait toujours pas pourquoi le sang chutait. Donc, j'ai dû changer d'hôpital parce que ça n'évoluait pas dans cet hôpital-là. Je suis allée dans un autre. Ils ont recommencé à faire tous les examens. Les mêmes examens. Ouais. Ils ont dit que c'était une typhoïde et il y a aussi une infection bactérienne. Déjà dans le premier, on avait dit la même chose. Mais l'infection bactérienne, quelle bactérie, on ne sait pas, on n'arrive pas à identifier. J'ai encore pris des antibiotiques, on m'a pompé des antibiotiques au point où j'étais devenue toute blanche. Et jusque-là, en sortant, on n'avait pas de diagnostic clair. Et quelques temps après, on a commencé aussi, vous connaissez, on est en Afrique, on commence à se dire, c'est la tradition, il faut aller au village, il faut faire ceci, il faut retirer des sorts. Les sorciers, tout ça. Je suis allée au village, on a fait tout ça dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Et j'étais convaincue que quand je rentrerais, oui. Donc je suis même plus retournée à l'hôpital parce que j'avais cette assurance-là. J'ai passé la première nuit tranquille. Deuxième nuit... Ça a commencé à biper un tout petit peu encore. Et les crampes qui au départ n'étaient que sur mes jambes, entre-temps, ça avait gagné tout mon corps. Et j'avais des crises de crampes violentes dans tout le corps, sauf la tête. C'était comme si quelque chose m'arrêtait et me serrait et j'essayais d'expliquer aux gens et j'avais mal. J'avais des douleurs nerveuses, les jambes que je ne sentais plus. J'essayais d'expliquer, on ne comprenait pas. Donc après, finalement, on a dû me convaincre à l'hôpital que la douleur que je dis ressentie était dans ma tête parce que voilà, on fait les examens, on voit que oui, tout va bien et je n'arrête pas de me plaindre. Donc, je me suis donc convaincue que voilà, peut-être que je suis en train de délirer. Que je change mon mindset et puis ça va aller. Je suis rentrée chez moi
mais convaincue que je ne survivrais pas. Parce que moi, au fond de moi, je savais ce que je ressentais. Et si eux, ils me disent que je ne ressens pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc moi, je savais que je rentrais chez moi mourir. Donc j'ai dit, je préfère rentrer chez moi, mourir avec mes enfants. Au moins, j'aurai le temps de passer le temps avec mes enfants et tout. Mais je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à, disons un peu, à intégrer à mon traitement le côté spirituel. J'ai commencé à beaucoup lire la Bible, je priais beaucoup avec mes enfants. Et je disais, Seigneur, si tu me donnes une autre chance, je te promets que je ne vais pas gaspiller, je ne vais plus gaspiller ma vie. Parce que j'ai l'impression que j'ai passé les 30 premières années à gaspiller ma vie. Voilà. Et j'ai commencé à aller mieux. Mais ce n'était qu'une façade, parce que après, quand tu retournes dans la vie, l'activité que j'avais lancée a fait faillite parce que je venais d'arrêter mon boulot de salarié pour me lancer dans l'entrepreneuriat avec mon frère. Et comme ça dépendait beaucoup de moi, ça fait faillite, on a fermé, j'étais en instance de divorce, le stress de la vie commence, tu commences à réfléchir, mais comment est-ce que je vais gérer les charges, les enfants et tout. Le stress revient et après quelques mois, environ 5 mois, 6 mois, deuxième rechute. Je retourne à l'hôpital, les mêmes symptômes. On n'arrive toujours pas à savoir ce qui cause les anémies. Je prends encore 2 poches de sang. Je ressors toujours paralysée parce que la première fois que je suis sortie paralysée, j'ai fait 2 mois de kinésithérapie. Je ressors toujours avec les problèmes de mobilité. Je recommence la kiné. Après quelques 3, 4, 5 mois encore, rechute. Les mêmes symptômes. Ok, là je me dis, ok, c'est bon là, parce que plus je rechute, plus le corps s'affaiblit. Et quand je sors, la troisième fois, je suis à 6 grammes d'hémoglobine quand j'arrive à l'hôpital. On m'envoie directement aux urgences. Là, je dois prendre 4 poches de sang. Donc, plus ça progresse, plus ça devient grave. Et on ne sait toujours pas ce que j'ai. Là, j'ai commencé à me dire sérieusement, bon, peut-être c'est la fin. Et franchement, j'ai commencé à demander à Dieu, si tu penses que c'est la fin, arrête de me faire souffrir comme ça parce que j'avais des douleurs. Mais alors mal au dos, mal à la nuque. J'avais l'impression que la douleur me tenait en otage. Et vous ne pouvez pas imaginer quand vous avez mal en longueur de journée et on ne comprend pas. On se dit, c'est pas si grave que ça, tu exagères, mais voyons, tu peux quand même travailler. Je vous dis, je ne peux pas. Vous m'avez connue travailleuse, je ne suis pas une paresseuse. Mais là, si je vous dis, vous me voyez, je suis couchée comme ça, je ne peux pas, c'est que je ne peux vraiment pas. Et à quel moment alors on a posé le diagnostic, vous a réussi à... C'est lors de la 4e rechute. Donc quand je sors, plus aussi on évoluait, plus l'écart entre les rechutes se rapprochait. Donc l'écart entre la 3e et la 4e rechute, c'était de 1 mois seulement. Donc je retourne à l'hôpital, mais cette fois-là, je décide de rencontrer. Je crois que la 3e déjà, j'avais décidé de rencontrer un neurologue. Donc c'est pendant qu'on faisait les recherches, ça a duré 1 mois, j'ai encore rechuté, alors qu'on n'avait pas encore trouvé. Donc je rencontre un neurologue, je lui raconte mon histoire, il prend le temps de m'écouter à l'hôpital général, il s'appelle Dr Ngams Massi Daniel. Il a pris le temps de m'écouter, ce que j'ai beaucoup admiré parce que, désolé pour mes amis médecins, c'est pas tous les médecins, mais généralement ils n'écoutent pas. Ils ne regardent pas l'historique du malade. Et je pense que c'est ce qui a fait toute la différence. Il a écouté mon histoire et voyant qu'il y a des symptômes qui se répètent, des rechutes, et il s'est dit voilà, je pense que c'est un problème, c'est une maladie du système immunitaire. C'est un lupus. Je me suis dit, ah, le quoi? Moi, je n'ai jamais entendu parler de même dans un film. Et c'est ça, près de 70% des personnes qui sont atteintes de lupus n'ont jamais entendu parler de la maladie avant leur diagnostic. Et donc, je passe, il m'envoie sur Google faire des recherches. Je fais des recherches et quand je lis les symptômes de la maladie, j'avais l'impression que la personne qui a écrit ça avait espionné ma vie pour écrire son article. Je dis, mais c'est ça exactement. Moi, je m'en fiche même de ce que les résultats diront. C'est de ça, c'est de ça dont je souffre. Et quand je lis que c'est une maladie inflammatoire, que c'est une maladie faite de douleur, mais là, je fonds en larmes. Je fonds en larmes pas parce que, et je lis que c'est une maladie incurable. Je fonds en larmes pas parce que je viens d'apprendre que j'ai une maladie incurable, mais parce que cela veut dire qu'en fait, les douleurs que je ressentais n'étaient pas dans ma tête.
Oui, ça veut c'était dire que je n'étais pas véritablement folle. réel. Et quand je lis dans les symptômes l'extrême fatigue, ça veut dire que je n'étais pas paresseuse, comme Oui. on a le voulu dit. me faire croire en fait. Donc, du coup, on a envoyé mon sang parce que, disons que les dispositifs même pour le diagnostic, ne sont pas disponibles au Cameroun. Oui. Et ça fait partie des plaidoyers que nous on fait aujourd'hui. On a envoyé mon sang en Europe et c'est après une semaine que les résultats reviennent. Oui. Que voilà, on voit qu'il y a justement un facteur antinucléaire qui montre le phénomène, qui démontre le phénomène d'auto-immunité. Et on a donc dû conclure que c'était un lupus. Voilà. Et en ce moment, lorsqu'on conclut que c'est un lupus, certainement vous vous sentez déjà, vous avez déjà réalisé, vous vous sentez mal, vous avez cette douleur. Mais comment réagissent les gens autour de vous, votre famille? Est-ce que ce n'était pas, oh mais on va souffrir beaucoup de temps? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ça a été une épreuve pour tous, pour moi, pas seulement pour moi, mais pour tous mes proches aussi. Oui. Ma famille, au départ, était là, naturellement. Après, vous savez, quand l'épreuve dure, après, les gens sont aussi fatigués. Et ils doivent retourner à leurs activités. Donc. Et c'est à ce moment que vous vous sentez beaucoup seul. Oui. Vous vous sentez vraiment seul. Pas parce que les gens veulent vous abandonner, mais parce qu'il faut aussi que la vie continue et qu'il y a des responsabilités. Vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vous en occuper, il faut bien que des gens s'en occupent. Et pour cela, il faut qu'ils se détournent un peu de vous. Donc, je me suis retrouvée à un moment dans une profonde solitude. J'ai aussi des proches, enfin, des personnes que je croyais proches qui voilà, se sont montrées de ne pas être si proches que ça. Oui. Mais en retour, j'ai aussi gagné beaucoup. J'ai rencontré, je les appelle souvent mes anges gardiens. Oui. C'est-à-dire, sur mon chemin, dans cette épreuve-là que j'appelle aujourd'hui mon désert, j'ai rencontré des personnes qui ont manifesté une sympathie, une solidarité incroyable que je n'avais jamais vu avant. Et tout ça, c'est ça qui fait en fait la leçon, c'est ça qui fait grandir en fait dans l'épreuve. Donc, c'était tout à fait difficile pour tout le monde. Ma famille a pleuré. Beaucoup pleuré. Voilà. Peut-être s'ajouter à vos pleurs déjà qui vivaient la maladie, la famille pleure également. Mais à quel moment vous avez décidé de changer la situation, de changer ce désert en bataille? Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes une guerrière, vous avez vaincu la maladie et au quotidien, vous avez ce mindset. Ce n'est plus comme avant où on disait que c'était dans votre tête. Mais comment vous avez changé cela donc en champ de bataille? Vous ne pouvez pas sortir du désert sans être transformé. Oui. Ouais. Donc, si vous avez vraiment été dans le désert, il y a une série que je suivais beaucoup quand j'étais dans mon désert, c'était Arrow. Oui. Arrow, je vais vous décrire un peu Arrow et vous allez comprendre tout de suite le lien. Et pourquoi cette série, j'ai beaucoup suivi quand je faisais mes 1 an de kinésithérapie. Oui. J'étais retournée, parce qu'entre-temps, 4 ans de maladie, vous perdez tout. J'ai perdu tous mes biens matériels, même la garde de mes enfants. Je suis retournée vivre en famille, donc dans la maison où j'ai grandi, complètement paralysée. Donc, c'était une sorte de renaissance. Je suis redevenue bébé. Je ne savais même pas me servir de ma main. Je ne savais pas dire une phrase de bout en bout. Je ne savais pas marcher. Donc, je suis redevenue enfant. Je suis retournée dans la maison où j'ai grandi. Et puis, j'ai recommencé. Et pendant ce temps, je regardais beaucoup Arrow. Arrow, c'est l'histoire du playboy qui est... Il s'en fout, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, Ouais. il aime faire la fête et tout. Et puis un jour, il va dans un bateau, il voyage avec son père et le bateau fait naufrage sur une île déserte. Wow. Et le gars doit se battre maintenant pour survivre. Au départ, il ne peut même pas faire du mal à une mouche. Il rencontre des sauvages sur l'île. On lui dit, ici pour survivre, tu dois tuer un oiseau. Mais il ne connaît, il est tellement faible. On a toujours fait tout pour lui. Il ne sait pas comment tuer un oiseau. Et il a dû apprendre. On a dit, si tu ne tues pas, tu ne manges pas. Et il a dû apprendre à tuer l'oiseau pour manger. Il a dû apprendre à survivre dans le désert parce qu'il rencontrait toutes sortes de tribus barbares qui devaient combattre des animaux et tout. Oui. Et quand il sort de là, ce n'est plus le garçon maigrichon qui est entré dans... Quand il revient en C'est un ville, brave garçon, un brave monsieur. il est et musclé. tout, oui. Et
Et là, il n'a plus d'autre... La seule chose qu'il a en tête maintenant, c'est de devenir un justicier. D'accord. De puiser dans ce qu'il a pris dans le désert pour devenir un justicier. Donc, si vous mettez ça en parallèle... Oui, c'est assez clair. C'est vraiment motivé à sortir de vous, à voir plutôt... Et de devenir une guerrière. Et dire ce que j'ai vécu là, je ne veux plus que quelqu'un vive ça. Et j'étais seule parce que quand j'ai cherché du secours, je suis allée sur Internet, j'ai regardé. Parce qu'à un moment donné, ce n'était pas facile, même avec ma famille, il y a eu des moments de rupture. Hein, parce qu'on ne se comprenait plus sur la démarche, sur la façon. C'est une épreuve qui ravage tout. Ça entre dans votre vie et ça ravage tout sur votre passage. Vos relations avec les gens, même vos relations avec votre famille. Moi, j'ai lu des témoignages, je suis dans les groupes même des malades africains et européens. J'ai lu des témoignages des malades qui ont dit « Je ne parle plus à ma soeur aujourd'hui parce qu'elle a dit que je faisais semblant d'être malade. » Donc, pour vous dire ce que ça peut créer même dans la famille. Et moi-même, j'ai failli à un moment donné perdre ma soeur Muriel parce qu'on ne se comprenait plus. Et j'ai eu beaucoup de problèmes. Je suis même partie de la maison étant malade. Donc, du coup, j'ai puisé dans tout cela. Je me suis dit, certainement, il y a des familles dehors qui sont brisées comme ça à cause de cette maladie parce qu'ils ne connaissent pas. La famille ne comprend pas que c'est une épreuve réelle. Parce que jusqu'ici, avant que je ne lance les campagnes de sensibilisation, l'association et tout, même jusque-là, ma famille n'était pas convaincue que c'était une maladie réelle. On ne s'attendait pas. J'avais accepté de ne plus m'opposer à elle parce que je voulais qu'on soit en paix. Mais moi, je savais que c'était réel, mais elle ne savait pas que c'était une maladie réelle. Selon elle, c'était toute la tradition. Donc, mais j'ai accepté de ne plus m'opposer à cette idée parce que je voulais qu'on soit en paix. Mais malgré tout ça, j'ai lancé l'association et maintenant, j'ai commencé à les inviter aux conférences qu'on organisait. Et elle écoutait, les membres de ma famille écoutaient, les autres malades témoignaient de ce qu'elles ont vécu, qui était semblable à mon histoire, et les médecins parlaient. Et c'est au fur et à mesure que ma famille a commencé à accepter. Et aujourd'hui, vous voyez la grande marche contre le lupus, ma famille est devant et tout, mais parce que ça prend du temps. Et j'ai donc compris qu'il faut, pas seulement pour ma famille, mais il faut le faire pour les autres familles. Ça prend du temps. J'ai eu des témoignages des malades qui disent, voilà, mon papa pense que c'est la sorcellerie. Il m'a emmené au village voir un guérisseur. Moi, avec mes douleurs articulaires et tout, le guérisseur, il a dit que c'était les sorciers qui étaient entrés dans mes articulations. Il m'a fait coucher. Il est monté sur moi. Il marchait sur moi pour faire sortir les sorciers. Imaginez quelqu'un qui a les gonflements des articulations, les douleurs, et quelqu'un monte sur elle. Donc, vous voyez, on traumatise les malades. Mais je n'en veux pas à ces familles parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Et s'il n'y a personne pour les éduquer sur la maladie, ils ne comprendront pas et ce sera encore aux dépens des malades. Donc, c'est le combat qu'on mène aujourd'hui avec la sensibilisation massive. D'abord, de réduire l'ignorance sur la maladie. Oui, c'est très important, réduire l'ignorance. Bon. Et puis l'association a été lancée à quelle date, en fait, quel jour, quelle année et jusqu'à aujourd'hui, quel est le bilan? Est-ce qu'il est plutôt positif? Vous avez combien de personnes déjà qui ont adhéré à la sensibilisation à l'association? L'association a été créée en 2020 à l'occasion de la journée mondiale du lupus. Donc, qui est célébrée tous les 10 mai. Oui, le 10 mai. Donc, c'est ce jour-là, j'avais accordé une interview à Canal 2 pour le journal, pour que ce soit dévoilé. Donc, j'ai décidé de sortir du silence parce que, comme je disais, j'ai cherché des associations qui pourraient m'aider. J'ai vu qu'il n'y en avait pas. J'ai dû m'adresser à Lupus France pour demander de l'aide. Et eux, la présidente de Lupus France m'a envoyé vers un lien vers le groupe des malades. Et c'est dans ce groupe-là que j'ai réellement trouvé la force. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait quand vous rencontrez des gens qui vivent la même chose que vous. C'est comme si vous rencontriez une sœur que vous n'avez jamais connue. Donc, du coup, dans ce groupe-là, je voyais les gens. J'ai fait même 1 an
près de 6 mois sans jamais me dire un mot parce que j'étais encore sous le choc, je n'avais pas encore accepté. Mais ça m'a permis. Tous les jours, je me lève, je vais dans le groupe, je lis le témoignage de quelqu'un qui a publié et je lis les gens qui publient, voilà, comment vous faites quand vous avez la fatigue extrême et tout. Une personne dit, moi j'ai testé ceci, ça marche, l'autre dit, moi j'ai testé cela. Et vous trouvez les solutions dans les commentaires. Et au fur et à mesure, et un jour j'ai pris mon courage, je suis dans le groupe, j'ai publié bonjour, je suis Ghislaine Mangwa, on s'appelle les Lulu. J'ai dit, je suis votre sœur Lulu depuis le Cameroun et ça fait 6 mois que je suis ici, je n'ai jamais pu dire un mot parce que je n'étais pas prête. Et puis j'ai vu beaucoup de messages en commentaire, bonjour Ghislaine, courage, tu es brave, machin et tout. Et ça m'a fait plaisir des gens que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ben dis donc, si ça me fait autant de bien, des gens que je ne connais même pas, que je ne verrai même jamais. Combien de fois... Mon entourage, ceux qui sont dans mon entourage. S'il y a des malades qui sont autour, combien de fois si on peut se voir, on peut se toucher, on peut se serrer entre les bras, ce que ça peut apporter. Je me suis dit non, je vais créer cette association. D'abord pour moi, parce que c'est une thérapie, d'abord pour moi-même et pour les autres. Donc le 10 mai, j'appelle Canal de Jeudi et pour cela, il faut bien qu'il y ait un courageux parce que j'imagine qu'il y a des gens qui souffrent depuis longtemps, depuis des années. Mais qui ne veulent pas. Voilà. Moi, je me suis dit, ok. Je suis sortie du désert et j'avais fait la promesse à Dieu que si je sors de ce désert, c'est pour rendre ma vie utile. Et je ne veux pas que toute cette douleur soit un gâchis. Je veux que cette douleur-là, c'est ce que j'avais un cantique que j'écoutais souvent quand j'étais à l'hôpital qui disait, Seigneur, fais que toute ma souffrance, utilise tout ça pour guérir un cœur. Je me suis dit, voilà, il faut que toute cette douleur-là puisse aider les gens. Donc je me suis dit, je vais être la sacrifiée. J'étais consciente qu'en faisant ce témoignage, je risque de ne plus jamais trouver de boulot, vu que j'étais au chômage et j'étais à la recherche d'un emploi. J'étais consciente que je risque d'être stigmatisée, que les gens ne me regardent plus pareil, que je risque de perdre même des amis et tout. J'en avais même déjà beaucoup perdu. Mais je me suis dit, tant pis. De toutes les façons, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Oui. Et donc j'ai fait ce témoignage. J'ai préparé un long texte que j'ai publié le jour le 10 mai. J'avais déjà créé la page de l'association, j'avais déjà rédigé les statuts. Enfin, quand j'ai pu recommencer à utiliser mes mains, j'avais déjà rédigé les statuts. Vu que j'avais d'abord créé la Fondation Cœur de Mer, donc j'avais déjà l'expérience en création des associations. J'ai tout apprêté et puis j'ai appelé l'un de mes 2 médecins de l'époque, Dr Ngam. J'ai dit voilà, je veux créer une association du lupus parce que voilà, j'ai constaté qu'il n'y en avait pas au Cameroun. Est-ce que tu veux bien être l'un de mes membres? Tu veux bien être mon vice-président? Il dit oui, il n'y a pas de souci. Il est neurologue. J'ai appelé le kinésithérapeute, le praticien Kama. Il a dit, ok, c'est bon, on n'est pas à temps. Je dis, ok, ça fait déjà 3 ans, on peut créer une association. Et puis, le 10 mai, j'ai publié mon témoignage. Et puis, le soir, mon témoignage, d'abord en journée, a été largement partagé. Et j'ai vu plein de gens qui m'avaient critiqué quand j'étais malade, quand j'essayais même de m'en sortir. Quand j'ai cherché, quand je cherchais la solution partout, que ce soit dans la tradition, dans la religion, moi, j'ai cherché partout. Je vous le dis, même dans l'église de réveil. Donc j'ai vu tous ces gens qui me critiquaient, qui me jugeaient, venir faire des pauses, dire vraiment, il ne faut pas juger les gens quand vous ne savez pas ce qu'ils vivent, machin. Je dis, voilà. C'était un peu satisfaisant en tout cas, le revers de la chose. Ouais. Dans tous les cas, c'est une histoire assez passionnante, intéressante. Certainement, d'autres personnes vivent cela dans les maisons, mais ne savent pas comment gérer cela. C'est une belle expérience. Pourquoi pas, si vous avez ces symptômes, au lieu de directement vous tourner vers la sorcellerie, pointer du doigt la sorcellerie, pensez également à aller consulter. Ça pourrait être le lupus. Informez-vous davantage. Maintenant, dans toutes ces choses, y a-t-il une scène particulièrement qui vous a marqué, qui revient lorsque vous pensez à cette scène, ou alors même dans la gestion de l'association? Est-ce qu'il y a un témoignage particulièrement qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une scène particulière? Oui, ça c'est même récent. C'était dernièrement au symposium qu'on a organisé le 10 mai. Une malade qui a témoigné. Aujourd'hui, je suis de moins en moins, je préfère de moins en moins dans le devant de la scène. D'ailleurs, je vous ai proposé quelqu'un d'autre parce que je veux que les autres malades puissent raconter. Chacun a son lupus. D'accord.
mon histoire du lupus n'est pas l'histoire de l'autre. Et toutes les histoires sont toutes aussi passionnantes. Et j'aimerais que les autres malades puissent se raconter. Et donc, pour ce symposium, j'ai préféré que notre malade fasse son témoignage. Et ce qui m'a marqué quand elle est montée, elle a raconté son histoire qui a donné des sueurs froides aux gens. Les gens étaient émus. Et elle dit... J'étais seule, je n'avais plus d'espoir, je voulais même mourir, j'ai essayé de mourir, moi aussi j'ai essayé de me suicider. Hein. Okay. J'ai voulu mettre fin à ma vie et j'ai rencontré l'Almac et l'Almac m'a sauvée. Et ça, quand elle a dit, j'ai commencé à pleurer parce que je dis voilà exactement la mission pour laquelle j'ai été envoyée. Elle a dit, Almac m'a sauvé la vie. Franchement, depuis que je suis dans l'Almac, je ne me sens plus seule. J'ai rencontré des gens aimables avec qui je peux partager mon quotidien, avec qui je peux porter mes souffrances. Pas que ma famille ne porte pas, mais ma famille ne comprend pas. Véritablement. Même si elle compatit, ce n'est pas comme quelqu'un qui te comprend. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des témoignages qui m'a vraiment marqué depuis qu'on se bat. Voilà, progressivement l'objectif est atteint, beaucoup de personnes sont soulagées et c'est une joie davantage lorsqu'on on se dévoue à une tâche, on se donne corps et âme pour une bataille qui, on sait, on va gagner. Donc c'est davantage quelque chose d'encourageant. Si on vous demandait d'apprécier votre vie aujourd'hui, avec la maladie. Oui, avec la maladie. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux-là qui nous regardent davantage? Et peut-être ça vous permettra également de donner un mot à tous ceux-là qui nous regardent, peut-être qui sont encore cachés et qui souffrent. Mon slogan aujourd'hui, c'est transformer ses faiblesses en force. En force. Aujourd'hui, je donnerais tout pour ne pas retourner à ma vie d'avant. La vie où je n'avais pas le lupus, où j'étais d'apparence en santé. Parce que avant, j'étais comme ça. Les gens qui me connaissent, ils savent, quand ils me regardent aujourd'hui, personne, je n'ai rien à voir avec celle d'avant. J'aurais dû vous envoyer les photos pour que vous puissiez. Avant, j'étais toute mince, comme Miss Cameroun, grande, mince, belle. Enfin, je ne sais pas si je ne suis pas belle maintenant, mais très belle. Et au fond de moi, j'étais une épave. Oui. Que je ne savais pas ce que... Ma vie n'avait pas de sens en fait. Or, le lupus a donné un sens à ma vie. Le lupus m'a révélé à moi-même. Aujourd'hui, le lupus m'a appris à m'aimer, à m'accepter. Aujourd'hui, la vie qui compte avant tout pour moi d'être humain, c'est mon avis concernant. Je suis libre à l'intérieur de moi. J'ai appris à m'aimer, à m'accepter et aussi ça m'a beaucoup appris le lâcher prise. Avant, je voulais tout contrôler. Je pensais que voilà, j'étais la reine du monde. Le monde devait seulement tourner comme je veux. Ça m'a montré mes limites. Et aujourd'hui, je prends les choses avec tellement de pincettes. Tout est vanité. Je suis censée être celle qui souffre, qui est la plus souffrante, parce que quand même un neurolupus, c'est pas évident. Mais dans mon entourage, les gens ont du mal à croire. Je suis celle qui prend le plus soin des autres. Je suis celle qui est toujours en joie. Et celle qui est toujours prête à foncer. Donc, je suis très fière. Aujourd'hui, je vis avec la maladie comme si... Enfin, je suis guérie dans ma tête. Ok. Même si je sens encore les symptômes dans ma chair, moi, je dis, je ne regarde pas aussi Constance. Moi, je suis guérie depuis là, mentalement. Donc, ce que je vais dire aux patients, c'est que la guérison est d'abord mentale. Et aujourd'hui, je suis fière de voir les malades parce qu'au départ, c'était un peu toujours en train de pleurer. Oh, machin, pourquoi moi? Et moi, aujourd'hui, ma mission, c'était de transformer, leur faire passer de victimes à guérir. Et aujourd'hui, vous les voyez quand elles sont là. Elles sont fières. On dirait même qu'elles se vantent avec leur maladie. Celle, Edwige, notre secrétaire général, elle dit le lupus m'a rendu star. Maintenant, on m'appelle partout dans les médias et tout. Et c'est ça, et c'est ce que je veux qu'elle retienne. Toujours le bon côté des choses. Voir toujours le bon côté des choses. Donc, voilà, si vous retenez également cette leçon, voir le bon côté des choses, cela sera certainement bien transformer vos faiblesses. Je crois que je vais emprunter simplement le slogan de Ghislaine Mangwa, transformer vos faiblesses en victoire, en bataille et devenir des guerriers. Merci
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'ai oublié. Oui. Permettez-moi de le dire. Je vais publier mon livre témoignage cette année. Et le Super. titre, c'est Sauvé par un lupus. Donc, le titre, déjà, on dit long. Le lupus qui est censé être quelque chose d'effrayant. Moi, dans le livre, je vous raconte comment le lupus m'a plutôt sauvé. Donc, je pense que tous ceux qui liront ce livre trouveront de la force pour se relever dans l'épreuve. D'accord. On attend ardemment, on attend vraiment incessamment la publication de cet ouvrage pour profiter et pour davantage informer beaucoup de gens. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau des Camdis Télévision. Je vous en prie. Merci à vous. Merci fidèles téléspectateurs, après avoir suivi ce brillant témoignage justement qui a fait office de focus, nous allons immédiatement rencontrer le spécialiste, le docteur qui a fait le déplacement pour nous apprendre davantage sur la maladie derrière cette transition. Après ce riche échange justement, ce qui concerne cette pathologie, cette victime de la pathologie qui a fait de sa maladie une force pour aider justement la population, nous revenons avec le spécialiste qui lui va nous éclairer sur la maladie proprement dite. Nous parlons du lupus et nous sommes en compagnie du docteur Jean-René Keck qui est interniste et rhumatologue présent sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Je vais plutôt bien. Merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'avec vous, nous allons permettre à la population de mieux cerner le concept, de mieux cerner la pathologie qu'est le lupus. Alors, il est dit déjà que le mot lupus signifie loup. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas à quel moment loup en latin. Donc, on ne sait pas à quel moment on est quitté du loup pour arriver maintenant au lupus. C'est vrai qu'on parle de cette éruption cutanée en forme de papillon au niveau des narines. Mais dans tous les cas, vous êtes mieux placé pour mieux nous expliquer ce qu'est le lupus. Le lupus, initialement, a été décrit pour ses atteintes sur la peau. Oui. Mais cependant, c'est une maladie qui peut toucher tous les organes du corps. Le nom, initialement, lupus, venait effectivement de loup, qui est cette forme d'éruption cutanée qui vient sur le visage, autour du nez, en aile de papillon, et qui a donné les premières descriptions de la maladie. On faisait parler d'un lupus érythémateux disséminé, qui est devenu lupus érythémateux systémique, mais aujourd'hui, on parle de lupus systémique. C'est une maladie auto-immune et systémique qui sera caractérisée par la production de molécules par les cellules du système immunitaire qui sont censées défendre le corps, des molécules qui vont plutôt cibler les cellules propres de notre corps, et ces molécules, ça s'appelle des auto-anticorps. Et ces molécules vont donc aller toucher toutes les cellules du corps et peuvent donc entraîner des manifestations concernant plusieurs organes du corps à la fois. D'accord. Peut-être avant de venir parler des manifestations et de la manière dont les organes, les cellules du corps sont atteints, on voudrait savoir combien de types de lupus existent-il? Il n'y a pas de type de lupus particulier. Le lupus est variable d'une personne à l'autre et chacun a ses manifestations. Donc surtout, on va s'attarder sur les manifestations du lupus qu'il peut avoir chez telle ou telle personne. Donc le lupus peut toucher la peau, il peut toucher le système locomoteur, c'est-à-dire les os, les articulations, les muscles. Il peut toucher également les reins et il peut toucher le cerveau. Bref, tous les organes du corps. Ça peut être un ou plusieurs organes, voire plusieurs d'entre eux à la fois, qui peuvent être touchés par la maladie. D'accord. Et comment cela se manifeste? Parce que si on a une atteinte du lupus au niveau des reins, par exemple, comment est-ce que ça va se manifester? C'est différent de la manière dont, lorsque c'est sur la peau, dans le cerveau, comment ça se manifeste? Alors exactement, les principales atteintes du lupus, les atteintes les plus fréquentes, c'est l'atteinte de la peau et l'atteinte des os et des articulations. Ça va donner des douleurs, des gonflements des articulations, et au niveau de la peau, ça donne des éruptions sur le visage, sur la peau, une perte de cheveux, plein d'autres signes. Donc, le lupus peut toucher tous les autres organes. Et parmi ces organes, il y en a qui ont des manifestations qui sont assez graves, voire gravissimes.
Par exemple, l'atteinte rénale, qui est l'une des premières causes de mortalité au cours du lupus. Ça peut conduire à l'insuffisance rénale et même à la dialyse. Il y a plusieurs patients qui sont diagnostiqués à ce stade-là et c'est assez dramatique. On peut aussi avoir une atteinte du cerveau qui peut donner des convulsions, qui peut donner même des manifestations psychiatriques qui peuvent parfois prêter confusion alors qu'il s'agit d'une forme du lupus qui touche ces organes-là. Mais il peut également avoir des atteintes pulmonaires, atteintes digestives, tous les organes peuvent être atteints par la maladie. D'accord. Mais on est quand même curieux de savoir ce qui peut entraîner justement le lupus, les facteurs de risque et les personnes à risque aussi, pour savoir justement comment s'en tenir. Je vais peut-être vous surprendre pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas actuellement la cause de la maladie. Mais on sait les grands facteurs qui peuvent la prédisposer. On sait qu'à la base, il y a une bonne partie qui sont contenus dans les gènes. Cette dysfonction du système immunitaire dans des cellules de défense vient d'abord des anomalies des gènes. Plusieurs gènes ont été décrits, mais je vous assure d'identifier ces gènes dans la population et dire que c'est eux qui causent la maladie, c'est très difficile. Donc, on attend la recherche encore à ce niveau. Mais on sait que parmi les facteurs de risque, il y a certains qui prédisposent à la maladie et qui peuvent constituer des éléments déclencheurs à un moment donné chez les personnes atteintes. Et c'est essentiellement des facteurs environnementaux. On sait que certaines infections peuvent être des éléments déclencheurs. On sait que certaines expositions à certains matériaux tels que le tabac, à certains ultraviolets peuvent être des éléments déclencheurs. Mais je vous assure, lorsqu'on diagnostique le lupus chez une personne, retrouver ces éléments-là au cours de sa vie sont assez difficiles. C'est pour vous dire que dans la grande majorité des cas, on ne retrouve pas de cause en fait du lupus, mais on sait qu'elles existent. Voilà. D'accord. Et il est dit que ce sont les femmes qui sont le plus à risque. De quel âge? En fait, effectivement, vous le dites bien, c'est 9 fois sur 10, ce sont des femmes. 9 femmes pour un homme, en fait. Wow. Et ça touche les femmes le plus souvent en âge de procréer lorsqu'elles ont la société a le plus besoin d'elles. Et ça va de l'âge de 15-20 ans jusqu'à 40-45 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les sexes peuvent être atteints, tous les âges peuvent être atteints, même les enfants, même si les femmes en âge de procréer sont les plus souvent la classe la plus touchée, oui. Toute la population peut être concernée par la maladie. Et d'accord, toute la population qui est concernée par la maladie, donc on voudrait quand même savoir quel est le diagnostic, en fait, à quel moment le diagnostic est posé, qui peut poser le diagnostic du lupus? Voilà, déjà pour pouvoir poser le diagnostic de lupus, il faut avoir des manifestations. Il faut avoir des manifestations qui font évoquer qu'on puisse être devant un lupus, dans une atteinte d'un ou plusieurs organes, comme on l'a dit, qui peut cadrer avec les manifestations du lupus. Et donc là, avec ces manifestations, vous pouvez rencontrer un médecin, qui soit généraliste ou spécialiste. Il faudrait qu'il suspecte que ça puisse être un cas de lupus et qui vous oriente vers des médecins spécialistes qui peuvent les prendre en charge, dont en particulier les internistes et les rhumatologues, mais tous les médecins spécialistes, dépendamment de leur spécialité, s'il y a des manifestations liées à l'organe dont ils sont la charge, ils peuvent suspecter la maladie. Et de cette étape-là, on va demander des examens qui vont permettre non seulement de diagnostiquer le lupus, mais aussi d'évaluer les différentes atteintes liées au lupus sur les différents organes. Et vous imaginez donc que ces examens-là peuvent être donc assez coûteux et pouvoir poser le diagnostic peut parfois demander un peu de temps et de patience pour pouvoir savoir et confirmer qu'il s'agisse de la maladie. D'accord. Dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes que nous connaissons, beaucoup de stars, on va le dire ainsi, de célébrités qui sont atteintes du lupus, qui ont souffert de la maladie et qui sont passées par des interventions chirurgicales. Donc, on voudrait quand même savoir, est-ce que c'est contagieux lorsque on est avec une personne qui a le lupus? Est-ce qu'on peut facilement contracter la maladie? Effectivement, le lupus n'est absolument pas contagieux. Ce n'est pas une maladie infectieuse ni toute chose apparentée. C'est une dysfonction du système immunitaire propre à une personne et elle n'est absolument pas contagieuse. D'accord. Et quelle est quand même l'espérance de vie de cette personne? On comprend quand même que c'est une maladie grave, mais quelle est l'espérance de vie de ces personnes? Alors, pour répondre à la question de l'espérance de vie, c'est assez délicat parce que l'espérance de vie des gens atteints du lupus dépend essentiellement des manifestations de la maladie et de sa gravité. Par exemple, je peux vous dire que si on diagnostique
tôt en lupus, surtout en lupus avec une atteinte rénale, et qu'on arrive à stabiliser la maladie, à suivre le malade. Si sa maladie reste calme, il peut vivre autant d'années que vous et moi, par exemple. Oui. Mais si on diagnostique le lupus tardivement et que l'atteinte rénale est sévère et l'amène en dialyse, cela réduit son espérance de vie, par exemple. Wow. Je peux vous dire globalement que des chiffres de mortalité en Afrique subsaharienne, de par l'étude des Souma et collaborateurs dans l'équipe du professeur Ngandeu, on a montré qu'en Afrique subsaharienne, on avait globalement 10% de mortalité globale sur les patients atteints de lupus, suivis en milieu hospitalier. Mais cette prévalence ou ces chiffres sont loin des chiffres réels si on se pose dans la population. Beaucoup meurent avant d'avoir été diagnostiqués. Et c'est aussi ça qui en fait la gravité. Et parfois, en absence même de traitement dans certaines contrées, on peut aller à une mortalité allant jusqu'à 40%. Ça, on l'a vu dans l'étude des Souma et collaborateurs. Mais qu'est-ce qui est plus difficile lorsqu'on est dans la peau d'une personne qui a le lupus? Comment, dans le quotidien, est-ce qu'il y a des douleurs qui surviennent? Est-ce qu'il y a à chaque fois un malaise, un mal-être qui est chez ces personnes? Plusieurs choses sont assez difficiles. Vous avez écouté le témoignage de la présidente de l'ALMA qui elle-même est affectée de la maladie. Déjà, vivre les symptômes et les manifestations de la maladie, c'est assez difficile. Certaines manifestations sont vraiment difficiles pour la qualité de vie, impactent déjà les douleurs des articulations, les signes cutanés. Par exemple, l'exposition au soleil peut déclencher des manifestations cutanées des personnes atteintes de la maladie. Vivre avec une insuffisance rénale secondaire au lupus, une atteinte cardiaque pulmonaire secondaire au lupus, ce n'est absolument pas facile. Ça, c'est le côté de la maladie. Maintenant, le côté de la société, ce n'est toujours pas également Justement, facile. la stigmatisation. Voilà, parfois elles sont stigmatisées parce qu'on ne comprend pas encore pour la société de quoi il s'agit en fait. La société n'est absolument pas informée de ce que c'est que cette maladie et lie ça à des phénomènes paranormaux ou paranaturels et parfois l'attribue à d'autres maladies qui sont elles aussi stigmatisantes. Et ce n'est pas facile d'être compris dans son travail, compris dans sa famille même et compris par l'entourage, c'est assez délicat. Et également, c'est encore plus difficile si vous savez que ces malades-là ont des examens coûteux à faire, ont des traitements qui sont également coûteux et qu'il n'y a pas encore à l'heure actuelle de subvention pour pouvoir les aider dans la prise en charge de leur maladie. Donc, c'est tellement délicat ce que vivent ces patients-là. D'accord, on comprend bien qu'on ne guérit pas du lupus, mais quelle est la prise en charge autour de cette maladie justement? Comment se passe la prise en charge d'une personne immédiatement que le diagnostic soit posé? Oui, tu as atteint du lupus, par exemple du rein et autres. Comment se passe la prise en charge? En fait, le terme « on ne guérit pas du lupus », ce n'est pas la bonne expression à employer. Par exemple, je peux vous dire quoi? Si je vous coupe votre pied, alors à tout jamais, vous n'aurez plus ce pied que je vous ai coupé. Mais on peut vous mettre une prothèse avec laquelle vous vivez votre vie. Et certaines prothèses sont tellement bien faites, si bien que vous pouvez arriver à courir le marathon avec. Donc, il y a une dysfonction du système immunitaire qui est là et qui ne disparaîtra pas. Elle entraîne des manifestations et on peut contrôler ces manifestations-là jusqu'à ce que la personne puisse vivre sa vie normalement comme une autre personne. Ça, c'est le meilleur des cas possibles ou ce qu'on souhaite avec les traitements. Mais la dysfonction du système immunitaire reste là et elle sera à tout jamais présente. Et si on ne suit pas cette personne, elle peut se révéler à tout moment et donner des manifestations. Donc, c'est essentiellement ça. Donc, pour pouvoir traiter le lupus, on va donner des médicaments qui vont jouer sur les mécanismes d'action de la maladie pour pouvoir amener l'activité de la maladie au plus bas possible afin que les patients atteints de lupus puissent vivre leur vie comme les autres. Mais c'est tout un challenge. Déjà, le traitement du lupus n'est pas standard pour tout le monde. Il est spécifique pour chacun et c'est chacun qui va répondre à sa façon au traitement. Donc, il faut trouver le bon traitement pour la personne. Ça peut demander du temps et de la patience. Ça, c'est aussi important. Ça peut nécessiter parfois que plusieurs médecins suivent un malade. Ça peut nécessiter parfois que plusieurs médecins se mettent ensemble pour trouver le bon traitement du malade. Et ça peut nécessiter parfois qu'on utilise des combinaisons de plusieurs médicaments, voire qu'on utilise des médicaments assez onéreux pour pouvoir contrôler la maladie. Ça, il faut que la population le sache.
mais on peut atteindre l'objectif de contrôler le lupus chez une personne qui en est atteinte. Voilà, à vous écouter, c'est assez compliqué de pouvoir trouver un traitement adapté, de pouvoir contrôler la maladie. Mais dans tous les cas, lorsqu'on a déjà la pathologie, l'essentiel, c'est de découvrir très tôt, de pouvoir diagnostiquer très tôt, enfin, de pouvoir assurer une bonne prise en charge du patient. Maintenant, c'est vrai que vous aviez dit les causes ne sont pas véritablement connues, mais on se dit quand même qu'il y a des moyens prévus pour prévenir la maladie. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques moyens de prévention, quelque chose qu'on peut dire en termes de prévention? Globalement, ce que je peux vous dire, c'est à l'heure actuelle, pour la médecine, il n'existe pas de moyen pour vous d'éviter d'avoir un lupus. Mais par contre, vous pouvez diminuer le risque d'en faire ou d'en déclencher un lupus si dans vos gènes vous en êtes prédisposé, en évitant de vous exposer à certains facteurs, comme on a cité certains principaux, que sont le tabac, que sont l'exposition à certains rayons ultraviolets, n'est-ce pas, et aussi à certaines infections virales qui sont également prévenues par notre programme élargi de vaccination instauré ou maintenu par le ministère de la Santé publique. Donc, je tiens à préciser cela également, c'est que si vous évitez de vous exposer au tabac ou à ces substances-là, ou si vous n'avez pas d'infection à ces virus, alors non seulement vous préviendrez, vous diminuerez votre risque de faire un lupus, mais vous diminuez aussi votre risque de faire d'autres maladies qui sont liées à ces expositions-là. Donc, ce n'est qu'une bonne chose de promouvoir cela. Mais cependant, si c'est inscrit dans vos gènes que vous ferez le lupus, alors à un moment donné, il va se manifester. Mais c'est surtout important qu'on informe la population pour pouvoir diagnostiquer les gens le plus tôt possible et les traiter convenablement en fait. Informer la population, c'est également notre devoir ici sur ce plateau, dans le cadre de votre magazine de la santé. Dans tous les cas, merci docteur d'être passé sur ce plateau et pour toutes vos explications d'ailleurs. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir écouté religieusement cet exposé du médecin. Je vous ai dit, c'est des informations qui sont importantes et qui peuvent vous permettre de détecter rapidement la maladie pour freiner son évolution dans votre corps. Si vous avez compris cela, c'est très bien. Communiquez avec vos proches. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain, 10h, pour un nouveau magazine de la santé, un autre sujet qui vous permettra, bien sûr, de limiter l'atteinte à plusieurs pathologies. Jusqu'à là, portez-vous bien et prenez soin de votre santé. On vous dira tout simplement bon week-end à tout le monde.